la une de ce 20h après la pluie, le sale temps et l'éternel recommencement. Des familles reprennent timidement leur vie malgré des maisons inondées. À la cité Bellevue des Maristes, les résidents sont à bout et à Pikine Guinaw Rail, on essaie de se débarrasser des eaux de pluie par tous les moyens. Que sont devenus les programmes et budgets dédiés à la lutte contre les inondations? La problématique persiste et au-delà de l'assainissement, des spécialistes pointent du doigt de mauvaises politiques d'habitat. Les chiffres de la Covid-19 continuent de baisser de jour en jour. 30 nouveaux cas ce mardi avec un décès. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, lui, s'est penché sur le travail de la presse en cette période de crise sanitaire. Les conclusions du tribunal des pairs à suivre dans ce journal. Les difficiles conditions de travail des employés d'une usine de fabrication de carreaux à Sindia, c'est dans le département d'Umbour. Plus de 13 heures de travail par jour avec des salaires de misère. Les agents n'ont pas travaillé pendant 2 jours pour protester. Chinoise de fabrication. Merci de suivre la TFM et bienvenue à tous. Son nom ne colle désormais plus au cadre de vie. La cité Bellevue des Maristes offre un spectacle peu enviable avec un milieu inondé et des réseaux d'assainissement inexistants. Et avec les dernières précipitations, les résidents ont vécu des heures sombres. Mohamed Somb et Gervais Yao y ont fait un tour. Reportage. Ce n'est plus la Bellevue dans ce quartier situé aux Maristes. La cité Bellevue, jadis réputée de par son beau cadre de vie, voit son environnement détérioré par les fortes pluies. La cité Bellevue est une cité qui est dans un creux. Et il y a non seulement les eaux de pluie, mais nous subissons de tous les côtés. Donc lorsque la Sénélec perce des trous dans le grand mur que nous avions eu à l'époque grâce à M. Abdoulaye Wade après les inondations de 2005, les prestataires malheureusement oublient de reboucher ces trous, nous encaissons par là-bas, donc l'eau s'infiltre par là. Et lorsque l'eau vient de la zone de captage aussi, le mur donc, qui nous sécurise, par ce mur-là, il y a des infiltrations d'eau. De plus, il y a les regards de l'ONAS qui se trouvent entre la cité Bellevue et la cité AXA qui déversent les eaux. Et ces eaux de pluie c'était tellement énorme que ça a affaissé un mur et le mur s'est effondré. Madame Silla, à l'image des autres citadins, vit le calvaire de l'inondation. Elle crie un défaut de réseau d'assainissement. Nous encaissons de tout le monde et nous, en fait, nous n'avons pas de système d'évacuation des eaux pluviales, nous n'avons pas d'assainissement et chaque année, ça va être la même chose. Nous n'avons absolument pas d'assainissement. Le réseau arrive jusqu'à l'école, le cours Sainte-Marie de Anne, jusqu'au niveau de la Sénélec et s'arrête là. Des dégâts collatéraux visibles, des images qui rappellent aux habitants de la cité le mauvais souvenir des inondations de 2005. C'est une situation très lamentable. On l'a connu en 2005. À cette époque-là, notre cher président de la République, Macky Sall, était le Premier ministre. Il a visité notre cité à bord de Zodiac. Il y avait des pirogues à l'intérieur. Nous espérons que peut-être Monsieur le Président de la République qui m'entend parler se souviendra quand même de cet événement-là. Et nous espérons quand même que cette fois-ci, une solution va être trouvée. La cité Bellevue est passée d'un cadre de vie généreux à un quartier menacé par les eaux pluviales. Sa population veut des solutions pérennes face aux problèmes d'assainissement. Et ceux-là vont bientôt voir le bout du tunnel après les pluies diluviennes du week-end dernier. 200 familles touchées par les inondations au quartier Ngant de Thiès seront relogées à la ZAC de la ville. Une décision des autorités administratives. Parallèlement, le sous-préfet de Thiès Nord annonce la construction d'un ouvrage pour drainer les eaux de pluie. Le reportage de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Les quartiers de Thiès Nord sont inondés, mais Ngent constitue une particularité. Pour le sous-préfet de Thiès Nord, un recensement provisoire fait état de 200 familles sinistrées. Elles seront relogées. Cette zone étant dans une cuvette, donc 200 familles ont été déjà recensées et doivent très prochainement être relogées au niveau de la ZAC Nord de Ngent. 125 logements sont déjà prêts et seront réceptionnés courant de ce mois-ci.
75 autres logements sont toujours en construction. Autre bonne nouvelle pour les populations de Thiès-Nord, des infrastructures seront construites dans un court délai pour l'évacuation rapide des eaux pluviales. Un important projet de construction d'un ouvrage de drainage, n'est-ce pas, des eaux pluviales qui va partir de Tchalingent jusqu'à Diassap en passant par les quartiers de Kermam Elhaj, de Kaoussara et de Tarikaou. Donc nous avons reçu la semaine dernière une mission, n'est-ce pas, du ministère de l'Urbanisme et je pense que dans les prochains jours, les travaux vont démarrer. Une pluie orageuse enregistrée le week-end dernier a causé des dommages dans plusieurs quartiers de Thiès-Nord, Nguent, Medina Fall, Kaoussara Fall, Keur Cheikh entre autres. Selon le sous-préfet, Thiès-Nord a besoin d'un plan hors sec. Les images des inondations avec des sinistrés désemparés ont donc fait le tour du Sénégal. Alors, question, comment en est-on arrivé là? Au-delà de l'assainissement, certains évoquent le défaut d'urbanisation et l'absence d'études environnementales dans les grands projets entamés ici au Sénégal. C'est un sujet signé Ibou Diouf et Gervais Yao. Au Sénégal, comme dans la capitale, ce liquide défraie la chronique entre précipitations et inondations. L'eau est bien visible et partout. La cause ou l'origine de ce sinistre passionne. Et pourtant, nous avons une petite pluie. Si on compare aujourd'hui le Sénégal à la Guinée de Sékou Touré ou à la Côte d'Ivoire, c'est des petites pluies. Ce sont les pluies que je connaissais moi quand j'avais 10 ans à Thiès, qui nous reviennent pour un moment. Elles vont revenir de manière sérieuse. L'hivernage n'est pas encore terminé. On va être inondé. Pourquoi? Parce qu'on a fait de Dakar une surface étanche. C'est comme si on avait pris du Pack Salut, on a posé le Pack Salut sur l'ensemble de la cité. Parmi les zones les plus frappées par les eaux pluviales, Dakar, et la question de l'urbanisation est évoquée à chaque inondation. Nous, ce que nous rencontrons, donc, en tout cas durant tout ce temps que nous sommes dans ce métier-là, c'est justement l'effectivité de la mise en œuvre des plans de gestion, aussi bien au niveau donc, du porteur de projet, donc du promoteur, mais également au niveau donc, de l'administration qui ne dispose pas d'un mécanisme fort pour contraindre justement ces porteurs de projet de mettre en œuvre toutes les actions correctives ou les mesures de mitigation que nous avons proposées dans le plan de gestion environnementale et sociale. Il faut parler d'urbanisme, il faut parler de cité. Ce sont les choses qui sont les plus importantes. Nulle part les urbanistes ne sont convoqués, nulle part les architectes ne sont convoqués. Le caniveau, c'est dépassé. On ne fait plus de caniveau. On fait ce qu'on appelle des grandes rigoles sous le sol, n'est-ce pas, qui ont regard de visite. Pour soulager les populations, l'État pose souvent des solutions d'urgence et pour les experts, il faut trouver la racine du mal. On a une visibilité sur qu'est-ce que cet ouvrage-là peut avoir comme impact sur l'environnement et occasionner donc des dommages, être à l'origine un peu donc de l'inondation, parce que quand on fait un ouvrage donc d'envergure, naturellement donc tout ce qui est système d'écoulement naturel, de drainage naturel donc des eaux peut être bloqué, et derrière le consultant donc le bureau d'études réfléchit un peu sur les systèmes pour régler un peu ces questions d'inondation. On doit faire un appel d'offres parce que Dakar doit avoir une vision. Une grande vision. Qu'est-ce que ça va être? Ça, c'est le concours qui le déterminera. Est-ce qu'il faut séparer Dakar en deux? Est-ce qu'il faut au milieu de Dakar, par exemple, une grande mer qui traverse? Ça va venir de toute manière parce que nous allons être inondés. Ce n'est que le début de la chose. Face à cette situation, les plaintes et complaintes se multiplient sur la question des inondations, un mal récurrent qui revient à chaque hivernage avec son lot de victimes, d'où l'idée d'anticiper pour une alternative durable. En 2012, un programme décennal de gestion des inondations a été mis sur pied avec un budget de 750 milliards de francs CFA. Ce plan avait d'ailleurs conduit à la suppression du Sénat. 8 ans après, il est loin d'être efficace. L'économiste Mounirou Ndiaye souligne qu'il sera difficile de relancer l'économie du Sénégal avec les inondations et à cela s'ajoute la crise sanitaire. L'économiste Mounirou Ndiaye au micro de Fadbintou Conté et Diafaraba. C'est vrai que dans un contexte où on parle de Covid-19 et que l'État avait mobilisé 1000 milliards pour faire face et qu'un autre problème vient s'ajouter à cela, bon, c'est une situation qui est regrettable, c'est vrai. C'est vrai que l'État va être de plus en plus, avoir de plus en plus de difficultés à répondre à toutes ces interpellations-là, parce que la relance,
savez que c'est un préjudice quand même à coût de milliers de milliards. Il faudra, même pour revenir à la situation de 2019, dépenser beaucoup d'argent. On parle de 140, 150 000 emplois perdus, 300 croissance économique qui va effectivement ne pas dépasser 1% alors qu'elle était attendue à 8%, 7-8%. Je pense que donc la situation est assez chaotique. Mais il faut savoir que l'État du Sénégal avait déjà ficelé un programme pour gérer ces inondations-là. Il faudra faire le bilan de ce programme-là. Il y avait plus de 700 milliards de francs CFA qui étaient prévus, qui avaient même valu la suppression du Sénat à l'époque, en 2013. Il faudrait que depuis 2013, qu'on fasse l'évaluation pour savoir qu'est-ce qui a été fait de ces fonds-là et quelles sont les options qui ont été prises et qui n'ont pas marché et qui a justifié qu'on en revienne à cette situation et que dans le plan de relance, que le gouvernement puisse intégrer cela pour déterminer les choix stratégiques qui s'imposeront. À présent, la situation épidémiologique de ce mardi avec le bilan du ministère de la Santé. 30 nouvelles contaminations ont été recensées, dont 18 cas contacts, un cas importé et 11 issus de la transmission communautaire. Une personne a perdu la vie et 36 malades sont dans un état grave. Le Sénégal est à plus de 14 000 cas positifs. Le tourisme est l'un des maillons de l'économie durement touché par la pandémie et d'après le syndicat patronal de l'industrie hôtelière au Sénégal, beaucoup de travailleurs risquent de perdre leur emploi avec les 300 milliards de pertes enregistrées dans le secteur. Moustapha Khan, secrétaire permanent du dit syndicat, était l'invité d'Info du matin. Nous l'écoutons avec Chérif Dia. Les pertes évaluées par rapport aux pertes de recettes pour les 6 mois du segment loisirs et 3 mois de tourisme d'affaires sont évalués à 320 milliards de francs CFA, n'est-ce pas, ce qui est énorme, n'est-ce pas, par rapport à l'économie et par rapport également, n'est-ce pas, à notre politique touristique. Ça remet en cause énormément de choses, n'est-ce pas, la qualité des prestations. C'est pourquoi nous avons demandé à l'État, n'est-ce pas, un soutien en termes, n'est-ce pas, d'investissement. Nous avons dit également que l'État avait mobilisé 12 milliards pour le paiement de l'hébergement des cas contacts. Mais on ne comprend pas qu'à ce jour également, qu'il n'y ait pas de paiement. Bon, maintenant, ce qui est déplorable, et surtout également, l'État doit continuer, n'est-ce pas, à discuter. On n'a pas compris également la mesure prise par la direction des impôts, n'est-ce pas, d'envoyer des ATD à des entreprises qui sont déjà en difficulté et qui sont à terre. Si la situation persiste et qu'il n'y a pas de mesures fortes, comme je l'ai dit tout à l'heure, concernant l'annulation de la mesure de réciprocité, n'est-ce pas, l'ouverture des frontières par l'Union européenne, n'est-ce pas, l'annonce forte en termes de dispositions sanitaires, n'est-ce pas, de stratégie commerciale, n'est-ce pas, et de financement de la relance dans la mise à niveau des hôtels, forcément, n'est-ce pas, le statu quo actuel va amener des licenciements, c'est inévitable. On ne le souhaite. Missirah Wadène abrite l'un des plus grands marchés hebdomadaires de l'Afrique de l'Ouest et sur place, les activités sont au ralenti depuis le début de la pandémie de Covid-19. Ce n'est pas tout. Avec l'hivernage, les rues que doivent emprunter vendeurs et clients sont impraticables. Le reportage de nos correspondants à Kaffrine, Omar Ndiaye et Boubacar Falbop. Missirah Wadène, un des plus grands marchés hebdomadaires de l'Afrique de l'Ouest. Mais depuis l'arrivée de la pandémie, les chiffres d'affaires des usagers ont drastiquement baissé. La pandémie a lourdement affecté notre chiffre d'affaires. Beaucoup d'usagers évitent de fréquenter le marché à cause de la maladie. Au Louma de Missirah Wadène, vendeurs et clients viennent de toutes les régions du Sénégal et des pays voisins. Mais en période d'hivernage, les ruelles restent impraticables à cause des eaux stagnantes. Ah oui, partout il y a des eaux stagnantes. Le marché doit vraiment avoir un meilleur visage. Il faut des routes bitumées dans le marché, au moins de la latérite, pour faciliter le déplacement. L'état des ruelles constitue la principale difficulté dans le marché. L'accès d'un endroit à un autre pose problème à certains endroits. Les trous créés par les voitures qui passent ici en saison morte se remplissent d'eau pendant l'hivernage. Et puisque ces trous ne sont pas remblais, c'est toujours ainsi. Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal, les usagers viennent de partout. Lié de convergence de plusieurs nationalités, le marché de Missirah Wadène mérite des infrastructures plus adaptées à son envergure.
Et nous vous en parlions tout au début de ce journal. La presse sénégalaise évaluée pour sa couverture de la crise sanitaire. Les médias sont félicités mais peuvent et doivent mieux faire. Le CORED, le tribunal des pairs, souligne quelques dérives comme la publication des dossiers médicaux de certains patients décédés du virus. Mamadou Fall et Mohamed Dieng. Le CORED et d'autres structures de médias sont satisfaits du traitement réservé à la pandémie. Même si la couverture est difficile, les journalistes ont tiré leur épingle du jeu. Les journalistes sénégalais ont fait preuve de responsabilité parce que la plupart du temps, vraiment, ils étaient dans une logique de coopération avec les tenants du pouvoir. Parce qu'avec le point quotidien sur la Covid, et vous avez remarqué que systématiquement, les journalistes reprenaient cela. Le CORED constate malheureusement quelques dérives médiatiques de certains organes de presse. À un certain moment, il y a certains organes qui ont violé un peu ce gentleman agreement-là, ce qui a amené certains dérapages que nous avons essayé de corriger nous en tant que CORED, parce que moi, c'est un travail souterrain. En affichant à la une vraiment de journaux, le bulletin médical, voilà, donc autant de choses, les photos des morts, bref, il y a quand même quelque chose, quelques erreurs. Un plaidoyer est également fait à l'égard des femmes journalistes. Elles doivent avoir plus de responsabilités dans ces genres de situations. On a vu, le Media Watch a montré qu'au fond, le sujet sur les femmes ou alors les femmes comme actrices, c'est 3,6%, donc bien moins de 5%. Donc c'est problématique. Se basant sur la Covid-19, la presse exige d'ailleurs un accès libre à l'information, ce qui permettra aux journalistes de parfaire leur travail de collecte et de diffusion de l'information. Merci Mamadou Fall. Les résultats du baccalauréat général 2020 commencent à tomber à Saint-Louis comme partout au Sénégal. Les radios servent de relais. Covid-19 oblige. Nos reporters se sont rendus à la radio Teranga FM et dans certains centres d'examen. Ousseynou Diop et Habib Seck. Numéro 142 715. Boubacar Mané. Mention bien. Cette année, les résultats du baccalauréat sont proclamés à travers les radios locales, ceci à cause de la pandémie de la Covid-19. À la radio Teranga FM de Saint-Louis, l'équipe est en place pour permettre aux milliers de candidats de suivre en direct les résultats. Cette année, avec la Covid-19, le gouvernement avait décidé d'interdire les rassemblements. C'est pour ça que donc Teranga FM est en train de faire ce travail-là, de faire la proclamation en direct à la radio. Vous êtes sur le terrain, vous avez vu l'engouement que la radio a sur le terrain. Et je pense que c'est quelque chose de bien. Cette année encore, les résultats de tous les candidats sont proclamés en direct. Selon le directeur des programmes, Abdoulaye Guégabez, c'est pour éviter les rassemblements comme l'ont voulu les autorités gouvernementales. Alors, nous, la radio est en train de contribuer à sa manière pour la lutte contre la Covid-19 parce qu'on sait que le rassemblement est interdit par le gouvernement. Donc il va falloir maintenant contribuer à notre manière de faire le direct. Accompagner les parents et les élèves aussi. Au jury 1180 du lycée Faidherbe de Saint-Louis, la salle des professeurs a été aussi celle de la proclamation des résultats. Une idée saluée par le président du jury pour éviter la propagation du virus. Il faut tout faire pour éviter la propagation de la maladie. L'office du bac nous a donné donc des directives satisfaisantes, comme 3 possibilités donc de proclamer les résultats. Mais c'est tout ça dans le cadre de bien faire et aussi préserver donc la santé publique de tout un chacun. Devant les centres d'examen, seuls quelques candidats étaient sur place. Les candidats admis sont certainement dans les maisons pour jubiler et ceux ajournés vont attendre silencieusement l'année prochaine. Et cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre à Niaga, c'est dans la région de Sédhiou. Un policier de la brigade des stupéfiants et un ASP ont été blessés par balle par un berger. C'était le 2 septembre dernier. À la veille de cet incident, une autre affaire avait secoué la localité. Bakary Conté et Khalid Djamé sont allés à Niaga où le banditisme frontalier fait rage. Reportage. L'incident qui a causé la blessure d'un policier et d'un ASP entre Sintian Sissé et Sintian Malé continue de susciter débats et contradictions. Selon les populations, le jeune berger Momodi Diamanka a été victime d'un braquage. Amadou Baldé, porte-parole du jour. Ce petit qui était dans son troupeau devait rentrer à la maison. Il a subi un braquage
de police nationale l'ont braqué ici. Ils l'ont fusillé. Premièrement, d'abord, ils ont coupé, ils l'ont tapé une hache sur sa tête. Il est venu tomber, vous avez vu. Ça, c'est la moto, là où il est tombé avec la moto. Entre-temps, le gars a fusillé avec un fusil traditionnel. Il a touché aux genoux. Le pote, il avait son fusil dans son dos. Il a riposté, il a touché dans sa jambe. Le dernier aussi, les balles l'ont touché aux poitrines. Des accusations rejetées par la police des stupéfiants qui étaient dans la zone pour une patrouille. Yorombalo, maire de Nyanga, précise. Pour ce cas-là, ce n'est pas un trafiquant de drogue, ni un trafiquant de yamba. Le gosse venait de son troupeau, à la garde. Je ne suis pas tenu de vous rappeler l'histoire. Vous vous rappelez bien, l'année passée, c'est à cette période qu'on a tué mon neveu à Vinsako Niago, Ousmane Kandé, Moussa Kandé, par balle. On l'a sauvagement assassiné. Dans cette zone frontalière à la Guinée-Bissau, le banditisme gagne du terrain de faux policiers, de faux douaniers qui sèment la terreur. Ils ont barré la route. Ils ont dit qu'on se présente, nous, c'est la douane de Tanaf qui est là. Présente-toi, donne-nous ce qui est sur toi, ton sac. Dans son sac, là, il avait de l'argent, 60 000 plus 2 téléphones portables plus sa carte d'identité nationale. Arrivé là-bas, la douane les a dit que nous, hier, aucun individu a manqué parmi nous. Le maire de Nyanga interpelle le procureur. Nyanga est devenu un lieu où on ne sait pas qui est qui fait quoi. On ne sait pas. Et nous demandons vraiment aux autorités judiciaires, aux autorités compétentes, surtout le maître de poursuite, d'ouvrir une enquête pour cette affaire. Ce n'est pas une affaire de drogue ni une affaire de yamba. Les populations de cette zone du département de Goudomp réclament la clémence de la justice suite à l'arrestation du jeune berger Momodi Diamanka. Et cette information qui vient de nous parvenir, le président Macky Sall sur la RTS, dans une allocution, le président Macky Sall a annoncé une enveloppe globale de 10 milliards de francs CFA pour venir en aide aux populations affectées par les inondations. 3 milliards en appui direct aux populations sinistrées pour l'achat de produits phytosanitaires, des matelas et autres biens perdus dans les inondations. 7 milliards seront alloués au service des sapeurs-pompiers. Le président de la République a lancé un appel pour un changement de comportement. Il invite les populations à éviter de construire sur les zones inondables. Les travailleurs de l'usine chinoise spécialisée dans la fabrication de carreaux à Sindia sont en arrêt de travail de 2 jours depuis hier. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, des conditions presque inhumaines. 13 heures par jour, salaire misérable, des accidents de travail répétés. Entre autres, les responsables de l'usine Twyford Ceramics, eux, ont opté pour le silence. Le reportage de Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. 8 mois après l'inauguration en pompe de l'usine chinoise de fabrication de carreaux de Sindia, les employés observent un arrêt de travail. Dans cette entreprise, les ouvriers disent être traités comme des esclaves. Nous devons être dans une convention minière qui nous permet d'avoir des revenus à nous. Ensuite, par exemple, lors du Covid-19, l'État a fait un décret comme quoi que les entreprises, que ce soit les petites entreprises et les grandes entreprises, ne doivent pas faire les retenues. On nous a coupé des retenues ici pendant le Covid-19. Deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui se blessent au niveau de l'usine. Et on n'a pas de primes de risque, on n'a pas de primes de transport. Ensuite, il y a beaucoup de machines, il y a des substances chimiques qui sont au niveau de l'usine. Et qui dit substances chimiques parle de problèmes de cœur et consorts. Il y a la chaleur au niveau des fours. Et il y a des gens qui travaillent dans des fours. Est-ce que ces gens-là sont protégés? Il y a l'hygiène qui n'est pas bon. Il y a la sécurité aussi. Il y a trop de problèmes qui sont au niveau de l'usine, qui sont vraiment déplorables au niveau des employés. Ces employés qui ne perçoivent même pas 100 000 francs par mois et qui disent être souvent victimes de licenciements abusifs interpellent le chef de l'État Macky Sall qui avait présidé l'inauguration de Twyford Ceramics au mois de janvier dernier. Je lance à cet appel au président de la République, au ministère du Travail, à l'inspection du travail, de faire quelque chose pour les Sénégalais qui trouvent dans cette entreprise et qui travaillent au nom du Sénégal. On compte maintenant faire un arrêt de travail jusqu'à 2 jours d'arrêt de travail, après entendre et écouter ce qu'ils vont dire. Interpellés sur cette situation, les Chinois qui gèrent cette usine de fabrication de carreaux céramiques de Sindia ne veulent pas donner leur version des faits.
Direction Djemoul, village de la commune de Dia à Kaolack. Des maisons risquent d'être démolies parce que la DSCOS parle d'occupation illégale du sol. Mais les concernés ne sont pas prêts d'abandonner leurs habitations. Ils ont d'ailleurs tenu un rassemblement pour protester. Mamadou Matargay, porte-parole du jour, est interrogé par Ibrahim Diamé et Faligay sur place. Toutes nos maisons ont été acquises légalement. Cette zone a été lotissée et ils nous ont remis des convocations pour la DSCOS pour que nous répondions, Inch'Allah, mardi. On va y aller. Toute la population va se déplacer au niveau de la gendarmerie pour répondre. Qu'ils nous laissent avec nos terres. Qu'ils nous laissent avec nos terres. Nous sommes là 10 ans, nous n'avons rien vu, ni eau, ni électricité, ni rien. C'est l'année dernière qu'on a électricité grâce à Pape Madame Bitey de la Sénélec. Donc 10 ans, on n'a rien, ni route, ni rien. Et un jour ou l'autre, on va prendre nos maisons. On fait appel aux activistes. Guy Marius Sagna, on fait appel à toi. Il y en a marre. Qu'il faut, on fait appel à toi. Maître El Hadji avocat, Maître Moussa Sarr, on fait appel à vous. Aidez les pauvres Sénégalais. Aidez les pauvres Sénégalais. Nous avons fait ici des millions et des millions. Regardez les maisons. Des étages, des R+. Et on veut un jour le déguerpir tout ça. En vertu de quoi? On ne va pas l'accepter. Laissez nos maisons. Laissez nos maisons. Laissez nos maisons. Et puis ces chiffres, 25%, c'est la quantité de produits horticoles que perdent les maraîchers du Sénégal à cause d'un défaut de conservation et de commercialisation. L'État est donc obligé d'importer pour satisfaire la demande des consommateurs. Alors, pour aider l'Agence de régulation des marchés, l'ARM, à soutenir les producteurs et les commerçants, une redevance sur les produits est préconisée. L'IPAR, Initiative Prospective Agricole Rurale, et l'ARM ont organisé une rencontre ce matin. Fat Bintou Conté, Diafaraba. Les manquements notés dans les infrastructures de stockage et de commercialisation des produits horticoles entraînent des pertes post-récolte de plus de 25% au Sénégal. Si la thèse que je confirme du consultant de perte de 30%, si par exemple vous prenez l'oignon, où on a 30 000 tonnes de consommation par mois, vous multipliez par 8, vous avez 240 000. S'il y a 30% de pertes post-récolte, ce qui veut dire que les 30% de pertes post-récolte pouvaient couvrir la consommation des 4 mois restants. Mais malgré tout, on importe durant 4 mois. Et cela continue d'accentuer les importations qui occupent une part non négligeable dans la balance commerciale, alors que le Sénégal pouvait bien s'en passer. Nous pouvons dire que nous avons atteint l'autosuffisance dans la production, mais que vu qu'il y a des pertes post-récolte importantes, on est obligé d'importer durant 4 mois et nous sommes à la recherche de moyens pour combler ce déficit et aller vers l'autosuffisance, aussi bien sur le plan de la production que sur le plan de la commercialisation, et pourquoi pas exporter dans le marché commun africain qui vient d'être créé. Pour aider l'Agence de régulation des marchés ARM à soutenir la culture horticole, une étude démontre et prévoit le paiement de redevances à prélever sur les produits locaux importés. C'est une enquête qui a permis de savoir quelle est leur propension à payer une redevance. Donc, la redevance est prévue dans le décret de création de l'ARM. Aujourd'hui, cette étude-là est une phase pour opérationnaliser cette redevance-là. Pour, comme l'a dit tout à l'heure M. le DG de l'ARM, appuyer les filtres dans la commercialisation. Si l'on sait que plus de 25 à 30% des récoltes d'oignons, de pommes de terre sont perdues chaque année. Donc, voilà. La commercialisation et la conservation des produits horticoles, un véritable casse-tête pour les maraîchers qui jusque-là n'arrivent pas à trouver des mécanismes pour éviter les pertes de récolte tous les ans. À présent, l'actualité internationale, et c'est un tour d'horizon signé Daniel Diouf. En Côte d'Ivoire, la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre prochain contestée en justice. Pascal Affi-N'Guessan, Premier ministre sous Laurent Gbagbo, a déposé une requête pour faire invalider cette candidature. Dans la requête datée du 6 septembre, Pascal Affi-N'Guessan et le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo demandent au Conseil constitutionnel de déclarer inéligible Alassane Ouattara et donc de rejeter cette candidature. Et puis, selon Jeune Afrique, lors d'un déjeuner à l'Élysée, le 4 septembre, Emmanuel Macron a fait part à Alassane Ouattara de ses inquiétudes sur le climat sociopolitique en Côte d'Ivoire à l'approche de la présidentielle, ce qui a agacé son homologue. Le président français aurait suggéré à Alassane Ouattara de procéder à un report du scrutin afin de lui permettre, ainsi qu'à Laurent Gbagbo,
et Henri Konan Bédié de se retirer. Ce délai lui donnerait en effet la possibilité de faciliter l'ouverture d'un dialogue avec ses deux principaux opposants et de trouver un successeur pour opérer le changement générationnel. Mais le chef de l'État ivoirien aurait refusé cette proposition. Au Mali, les anciens députés et ministres invités par la junte à rendre les macarons et véhicules de service à la Direction générale des biens de l'État, au plus tard ce mardi, en délai respecté, selon le directeur général de l'administration des biens de l'État, les opérations d'enregistrement du dépôt des macarons et des véhicules se déroulent normalement. D'après lui, les véhicules des ministres sortants comme ceux des ex-députés sont tous acheminés au garage administratif. Et puis Casablanca bouclée et les écoles fermées pour tenter d'arrêter la propagation de la Covid-19. La rentrée des classes a tourné court ce lundi à Casablanca face à la hausse du nombre des cas positifs au nouveau coronavirus dans la capitale économique du Maroc. Le gouvernement a pris une série de mesures drastiques et notamment la mise en application d'un enseignement à distance. Des familles qui se plaignent de n'avoir été informées que la veille au soir de la décision du ministère de l'Éducation nationale. Le Maroc qui a connu une forte hausse des cas de coronavirus ces dernières semaines. Le pays a enregistré plus de 2234 nouvelles infections dimanche, dont 42% à Casablanca, un record sur une seule journée. C'était donc l'actualité en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. On en vient à présent aux infosports. En quelques points, en Europe, la Liga opte pour les 5 changements par match cette saison. Il y a aussi l'athlète sud-africaine Caster Semenya, encore déboutée dans son bras de fer avec la Fédération internationale d'athlétisme, l'IAAF. Mais on commence avec Teungueth FC et Jaraaf qui cherchent des dérogations pour reprendre les entraînements en vue des Coupes d'Afrique des clubs. Le Roundup Sport, c'est avec Cher Sadibou Diarra. À 2 mois de son entrée en lice en Ligue des Champions, Teungueth Football Club espère avoir une dérogation pour reprendre les entraînements. Dans un entretien accordé à l'agence de presse sénégalaise, l'entraîneur Youssouf Dabo révèle que le club a adressé un courrier dans ce sens aux autorités qui interdisent tout regroupement dans les stades. La réponse est très attendue. Teungueth Football Club, comme tous les clubs sénégalais, sont sevrés de compétition depuis le mois de mars dernier à cause de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Une pause qui va durer jusqu'en janvier prochain, d'où la crainte de difficultés aux compétitions interclubs africains. En Angleterre, les titres de meilleur joueur et du meilleur jeune joueur de la saison 2019-2020 sont décernés. Le milieu de terrain belge de Manchester City, Kevin De Bruyne, 29 ans, est élu meilleur footballeur de la Premier League. Il succède à Virgil van Dijk. À 21 ans, Trent Alexander-Arnold, le défenseur de Liverpool, champion d'Angleterre, est élu meilleur espoir. Les clubs de football espagnols vont avoir droit à 5 changements à la saison 2020-2021, à l'instar de ceux de la France et de l'Allemagne. Ce règlement autorisé à la reprise des compétitions arrêtées par la pandémie de Covid-19 va être prolongé pour les clubs de la Liga et de la Segunda. Sur le marché des transferts, Edouard Mendy, le gardien de but sénégalais de 28 ans, est de plus en plus proche de Chelsea en Première Ligue anglaise. Les Blues vont transmettre une offre de 20 millions d'euros pour s'attacher les services du portier du Stade Rennais. Le Bayer Leverkusen a déboursé 26 millions d'euros pour recruter pour 5 saisons l'attaquant tchèque de l'AS Roma, Patrick Schick. Le milieu de terrain international italien de 31 ans, Giacomo Bonaventura, arrive lui libre à la Fiorentina, en provenance du Milan AC. Pendant ce temps, Caster Semenya, l'athlète sud-africaine, a vu son recours rejeté par la Cour suprême suisse ce mardi. La sportive hyperandrogène voulait casser l'interdiction qui lui est faite par la Fédération internationale de concourir sans prendre un traitement hormonal pour baisser son taux de testostérone. Caster Semenya compte poursuivre son combat en faisant tous les recours internationaux et nationaux. Merci, Cher Sadibou Diarra. C'est la fin de ce journal. Merci.